Méduse et corail. L'un ressemble à une plante, tandis que l'autre nage comme un poisson. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils sont liés. Ils appartiennent tous deux à la même famille de créatures dotées de tentacules urticants. Aïe! C'est difficile à croire, mais le corail est en réalité un animal. Les plantes fabriquent leur propre nourriture, or les coraux ne le font pas. Ils sont constitués de milliers de polypes qui sont de minuscules créatures coralliennes. Ils ont des sortes de petits bras en forme de tentacules qu'ils utilisent pour attraper la nourriture et la projeter dans leur bouche. Ils ont l'air innocents et inoffensifs, comme une fleur marine qui reste là à ne rien faire. C'est probablement ce que pensent aussi les méduses qui flottent près d'eux, se cachant des plus gros prédateurs. Mais quand elles s'y attendent le moins, le corail en attrape une. Les biologistes ont été surpris par la puissance du corail. Attraper un animal plus gros qui bouge alors que lui est immobile nécessite un solide travail d'équipe. Quelques polypes attrapent la cloche de la méduse avec des tentacules, tandis que d'autres s'attaquent rapidement aux bras qui lui servent à se nourrir. Et la pauvre créature n'a aucune chance de s'échapper. Comme ce sont des cousins éloignés, les scientifiques pensent que les coraux sont immunisés contre le venin de la méduse. Scorpions et tiques. Les tiques ressemblent en tout point à des insectes, mais en remontant leur lignée, les scientifiques ont réalisé qu'elles sont étroitement liées aux scorpions. Ils se nourrissent tous deux d'aliments liquides, ont un grand sens de l'odorat qu'ils utilisent pour trouver de la nourriture et ont 8 pattes. Les scorpions sont meilleurs pour survivre dans des conditions difficiles. Ils peuvent passer une année entière sans manger. Mais lorsqu'ils mangent, c'est-à-dire toutes les 2 semaines, ils ne s'attaquent pas seulement aux petites bestioles comme les insectes et les araignées, mais aussi aux souris et à certains lézards. Il semble que les deux soient là depuis plus de 400 millions d'années, soit bien avant l'arrivée des dinosaures. Les scientifiques pensent qu'ils pourraient être parmi les premiers animaux à être passés de l'eau à la terre. On a retrouvé la griffe fossilisée d'un scorpion de mer de 46 cm de long, ce qui implique que la bête elle-même faisait à peu près 2,50 m de long. D'ailleurs, après avoir trouvé la pince, les scientifiques ont réalisé que les crabes, scorpions et araignées géants étaient bien plus grands que nous le pensions. Suricates et civettes. Ils ressemblent à des chats et pourtant, aucun des deux n'a le moindre lien de parenté avec ces félins. Mais ils ont un corps assez long et agile, ce qui en fait des cousins éloignés des belettes et des mangoustes. Ils élèvent tous deux leurs petits dans des tanières souterraines, mais les suricates aiment le travail d'équipe. Ils font la plupart des choses ensemble, ce qui inclut prendre soin des petits et les élever. A l'inverse, les civettes sont plutôt des introvertis, qui n'aiment pas les réunions de groupe. À la naissance, elles ont une fourrure complète, peuvent bouger et sont pratiquement prêtes à découvrir le monde. Les suricates, au premier stade de leur vie, n'ont pas les sens très développés et ont besoin d'un peu plus de temps pour mûrir. Parvenus à l'âge adulte, ils sont plutôt résistants. Ils sont assez forts pour survivre au venin des serpents, ont leur propre méthode pour attraper les scorpions, ont une excellente vision et sont capables de survivre sans eau. Ils ne tirent leur liquide que de ce qu'ils mangent. Les civettes sont nocturnes, tandis que les suricates apprécient une bonne nuit de sommeil et sont actifs pendant la journée. Humains et kangourous. Nous nous sommes en quelque sorte séparés il y a environ 150 millions d'années, mais nous avons toujours une lignée commune et comme les scientifiques l'ont découvert il y a quelques années, un génome presque identique. Cela pourrait nous donner plus de réponses sur ce que nous étions à l'époque. Bien que la main droite soit dominante chez la plupart des humains, certains d'entre nous sont gauchers. Or, c'est la même chose pour les kangourous. Après avoir commencé à marcher sur 2 pattes, ils ont eu 2 mains libres pour effectuer d'autres tâches. C'est alors qu'un côté est naturellement devenu dominant. Quant à la queue, les kangourous, comme la plupart des mammifères, en ont une pour un meilleur équilibre, surtout lorsqu'ils courent. Dans notre arbre généalogique évolutif, la queue a disparu. Les gorilles, les chimpanzés et les autres primates, y compris nous, n'en ont pas. Les animaux à 4 pattes ont besoin de beaucoup d'énergie pour chaque pas qu'ils font, alors que nous pouvons marcher sur 2 pattes plus facilement grâce à la gravité. Chaque fois que nous faisons un pas, elle nous tire en quelque sorte vers l'avant. Ainsi, nous utilisons 25% d'énergie en moins que si nous marchions à 4 pattes. Si bien qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de queue pour nous équilibrer. Fourmis et abeilles. S'il y avait une réunion de famille, les abeilles n'inviteraient pas les guêpes. Les scientifiques ont longtemps pensé que les fourmis étaient les parents les plus proches des guêpes. Il s'avère qu'elles ne sont liées qu'à certaines espèces comme les guêpes creuseuses et plus probablement aux abeilles. Les fourmis et les abeilles ont toutes deux des yeux spécifiques composés de facettes minuscules et des antennes. Elles sont toutes les deux des créatures sociales, vivent en groupes plus importants, elles sont travailleuses et apprécient le travail d'équipe.
Elles construisent des nids et y retournent après avoir mangé. Elles sont aussi toutes deux très responsables. Les fourmis nettoient l'environnement, enlèvent les feuilles, les restes de nourriture, les restes d'insectes, mangent les insectes nuisibles et creusent des tunnels qui aident les plantes à mieux pousser car davantage d'air atteint alors le sol. Les abeilles fabriquent du miel et pollinisent les fleurs, ce qui explique en partie pourquoi la nature est si diversifiée. Oiseaux et dinosaures. Les oiseaux viennent d'un groupe de carnivores auquel appartient aussi le T-Rex, appelé théropode. Les fossiles d'anciens oiseaux datent de 150 millions d'années. Ils ressemblaient à de petits dinosaures avec des plumes et aussi des dents pointues. Mais de nombreux dinosaures avaient aussi des plumes et pas seulement ceux qui pouvaient voler. Les jeunes T-Rex sortaient de l'œuf sous la forme de boules molles et dufteuses comme les oisillons. Les plumes étaient utiles pour garder au chaud et les protéger. Le Vélociraptor était aussi couvert de plumes et avait des poignets et des chevilles articulées ainsi que 3 orteils. Certains dinosaures avaient aussi des os creux, certains s'asseyaient sur les œufs pour les tenir au chaud, tandis que d'autres dormaient la tête sous le bras avec les membres repliés comme les oiseaux. Et leurs griffes étaient aussi similaires. Baleines et vaches. Il y a très longtemps, environ 50 millions d'années, un petit animal se promenait sur les rivières du sud de l'Asie. Il avait des sabots et des pattes fines, la créature se nourrissait sur la terre ferme, mais lorsqu'elle sentait un danger arriver, elle sautait dans l'eau pour être en sécurité. Cet animal, appelé Indohyus, était le plus ancien parent de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de baleine et de dauphin. Une fois que cette créature inhabituelle est arrivée dans l'eau, la façon dont elle a évolué en baleine est devenue plus claire. Ses cousins qui sont restés sur la terre ferme ont pris une direction différente. Ils sont ce que nous connaissons aujourd'hui comme les mammifères à sabots, notamment les vaches, les moutons, les cochons, les girafes, les chameaux, les cerfs et même les hippopotames. Limules et araignées. Les limules ont une carapace semblable à celle des crabes et passent la plupart de leur temps à ramper au fond de la mer. Mais malgré ce comportement, elles sont plus apparentées aux araignées qu'aux crabes qu'elles côtoient probablement. Les limules ont 10 yeux sur les côtés et le dos, du sang bleu et peuvent remplacer certaines des parties de leur corps. Elles ont un corps segmenté avec des pattes articulées, tout comme les araignées. Elles se trouvent sur Terre depuis 500 millions d'années déjà, et leurs ancêtres préhistoriques pouvaient mesurer jusqu'à 60 cm. Elles avaient des queues assez longues qu'elles utilisaient comme outils pour creuser lorsqu'elles avaient besoin de trouver de la nourriture. Avec leur queue, elles pouvaient même se redresser lorsqu'elles se retrouvaient à l'envers. Heureusement pour nous, elles n'ont jamais suffisamment évolué pour finir par marcher sur la terre ferme, comme le font leurs cousines. Voici un trio intéressant. Les tapirs, les chevaux et les rhinocéros. Bien que les tapirs ressemblent plus à d'adorables cochons avec des trompes, ils ne sont apparentés ni à ceux-ci ni aux éléphants. Les rhinocéros sont originaires d'Amérique du Nord, et les premiers ne ressemblaient pas aux gros cailloux à la peau épaisse que nous connaissons aujourd'hui. C'étaient des mammifères élancés de la famille d'un poney. Certains des premiers chevaux peuplaient également ces régions et ressemblaient à de petits chiens avec des sabots. Les premiers tapirs étaient petits aussi. Les scientifiques ont aussi découvert un petit mammifère à sabots dont le nom scientifique est Cambaïtherium. Il vivait en Inde, laquelle était une île à l'époque, il y a plus de 50 millions d'années. Les os de sa mâchoire inférieure étaient soudés et la créature était herbivore, tout comme les chevaux et les rhinocéros. Il n'était pas leur ancêtre, mais il a aidé les scientifiques à comprendre comment ces trois-là appartiennent au même groupe. Éléphants et lamantins. Les vaches de mer marchaient autrefois sur la terre ferme. Et la preuve en est que les scientifiques ont découvert un animal intéressant, le Pésosirène, issu de l'arbre généalogique primitif de la vache de mer. Il vivait dans la Jamaïque préhistorique et s'est éteint il y a 40 millions d'années. Le lamantin actuel pèse le poids d'un piano standard et on peut le trouver dans les rivières et les eaux côtières peu profondes des Caraïbes, de l'Amazonie, de l'Afrique de l'Ouest et du sud des États-Unis. L'éléphant pèse autant qu'un bus scolaire et vit dans les régions tropicales d'Asie et d'Afrique. Ces deux-là ont pris des chemins différents, mais à voir cette créature à l'allure inhabituelle, on devine le lien qui existe entre eux.